Vino, Vidi, Vici, première édition. Je suis ravi de vous avoir avec nous. Donc le concept est simple. Dans ce podcast, chaque semaine, je choisirai une nouvelle bouteille de vin. Aujourd'hui, on a un vin du Château Laprade en Côte-de-France à Bordeaux, du millésime 2019. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce vin-là. Et on choisira une thématique, un sujet autour du vin pour vous aider tout simplement à mieux choisir votre vin, mieux l'apprécier, mieux le décrire. Donc d'ailleurs, la prochaine fois, vous pourrez éventuellement choisir un sujet qui vous intéresse. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de commencer par un sujet un peu introductif. On va voir pourquoi le vin est tout simplement le produit, l'aliment le plus fascinant de l'histoire de l'humanité. J'ai mes arguments, alors il y en a peut-être qui ne seront pas d'accord, il y en a peut-être qui me diront que non, c'est le whisky, d'autres qui me diront que non, c'est le cigare, d'autres qui me diront que non, c'est le chocolat, le cacao. Si c'est votre avis, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais moi je vais vous expliquer mon point de vue et je pense que vous tomberez d'accord à la fin de la vidéo. Et d'ailleurs, ChatGPT est d'accord avec moi, donc c'est un argument absolument infaillible. Alors, pour la petite histoire, la bouteille, en général, moi, ce que je veux faire, c'est l'ouvrir devant vous. Là, il s'avère qu'elle a été ouverte hier. Et d'ailleurs, c'est très bien parce que ça va nous permettre de développer sur un sujet très intéressant qui est celui de comment le vin évolue dans le verre. Je l'ai goûté hier, mais je ne l'ai pas goûté aujourd'hui. Et c'est une des choses qui fait que le vin est extrêmement fascinant. Pourquoi je l'ai pas envoyé la vidéo d'hier? Tout simplement parce que j'ai des petits problèmes techniques de toutes sortes et c'était mieux de refaire la vidéo. Donc aujourd'hui, on repart à zéro. Donc on va goûter ce vin à Bordeaux. Je vais me servir un verre. Pour information, à l'heure où je tourne la vidéo, il est midi. Et il s'avère que 11 h midi, c'est un peu le meilleur moment pour déguster un vin, parce qu'on a les papilles alertes. Donc quand vous faites des visites de vignobles, n'hésitez pas à choisir des visites à cette heure-là, même si c'est un peu bizarre psychologiquement. Il vous suffit juste de manger un petit peu. Il y a une petite impureté là. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, peu importe. Il vous suffit juste de bien manger le matin et de cracher si vous en avez l'envie. D'ailleurs, je crois qu'il faut que je dise des choses du style l'abus d'alcool est dangereux, il faut consommer avec modération, blablabla. Bon, c'est vrai. Moi, je préfère le formuler d'une autre façon. Ils sont très bons ce vin. Euh, c'est plutôt, si vous ne savez pas boire, abstenez-vous. Voilà. Le vin n'est pas, et l'alcool en général, n'est pas indispensable à une vie épanouie. Et donc, si ça vous gâche la vie, eh ben, écoutez, buvez de l'eau gazeuse, c'est très bien aussi. Mais si vous êtes quelqu'un de raisonnable, eh ben, écoutez, vous pourrez goûter ce vin du Château de la Prade. Donc, on est avec une dominante de Merlot, 85%, et 15% de Cabernet. C'est un assemblage qui est très classique là-bas. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques parce que souvent, les professionnels du monde du vin, les sommeliers, les gens dans les châteaux rentrent beaucoup, ils inondent les néophytes de détails techniques. Alors, je ne connais pas forcément votre niveau, mais ça peut vite être saoulant. C'est comme si vous écoutiez un morceau de musique et qu'on vous expliquait dans les moindres détails les arrangements qui sont choisis, les accords, donc vous en fichez. Ce que vous voulez, c'est en savoir assez pour comprendre le vin, pour le connaître. Et donc, on va débuter le sujet du jour. Pourquoi est-ce que le vin est un produit si fascinant? Pourquoi est-ce que le Christ, dans les évangiles, a dit buvez ceci, ceci est mon sang? Pardon, je paraphrase très mal. Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi le miel, pardon, l'hydromel, qui est un alcool à base de miel qui existait déjà? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi la bière? Je ne sais pas si on buvait de la bière à cette époque dans cette région du monde. Alors, on me dira, bah, c'est parce que le vin a la couleur du sang. En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que à l'époque où les évangiles ont été écrits, il s'avère que les vins qui étaient bu dans cette région, c'était plutôt des espèces de rouge un peu troubles. Ils n'avaient pas une couleur un peu de sang comme ça qui tire, ouais, voilà, vers le Bordeaux foncé. On dit Bordeaux, c'est pas pour rien. Donc non, c'est pas forcément pour ça. C'est pour la même raison que ça a été célébré aussi dans des livres comme, je sais pas moi, comme les livres d'Homère, les Métamorphoses et tous les grands classiques de la littérature occidentale par la suite. Et c'est un vin, c'est un breuvage, pardon, qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre depuis la nuit des temps. Et aujourd'hui, il y a un peu une petite crise du monde du vin parce que
les gens boivent de moins en moins d'alcool, ils font soi-disant attention à leur santé. Je pense que c'est un prétexte un peu fausse barbe, mais on aura l'occasion d'en reparler, je pense. Donc beaucoup de gens s'imaginent que le vin va disparaître parce que les jeunes, la génération Z, boit de moins en moins de vin. Bon, il faut savoir que c'est un produit qui a connu des hauts et des bas, des crises. En ce moment, il y a une prime à l'arrachage des vignes, ce qui est très triste, hein. C'est très triste pour les viticulteurs, notamment à Bordeaux, la région dont on va un petit peu parler aujourd'hui. On va rester en surface sur Bordeaux parce que l'idée, c'est pas de rentrer forcément dans cette, dans les détails de ce vin-là, enfin de tout ce qu'il y a autour de ce vin-là aujourd'hui. L'idée, c'est de faire une vidéo un peu introductive. Mais bon, je reviens pardon, je m'éparpille un petit peu. Euh, c'est pas la première fois qu'on arrache des vignes et c'est pas la première fois qu'il y a des vignobles qui ont des hauts et des bas. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. On a bu du vin depuis 6000 ans. Les premières traces de vignes, on les trouve en Géorgie, Arménie, et on boira du vin, pardon, excusez-moi, dans 6000 ans. Donc, je prends une petite gorgée, mais déjà, il est meilleur qu'hier. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est clairement un Bordeaux à base de Merlot. C'est sûr que là, à l'aveugle, je l'aurais reconnu. Il s'avère que je ne me suis pas présenté. J'ai travaillé dans le monde du vin, notamment à Bordeaux, dans des maisons de négoce. Et donc j'ai bu beaucoup de Bordeaux et c'était la région de prédilection de mes parents. Donc mon palais est un peu calé sur le Bordeaux. Donc je les reconnais très facilement. Je ne suis pas un génie de la dégustation à l'aveugle. Et il s'avère que cette famille, les Tiens-Pont, donc c'est une famille très très importante dans le monde du vin à Bordeaux, notamment sur la rive droite. Je vais vous expliquer ce que c'est que la rive droite. C'est la famille Tiens-Pont. Donc là, c'est entre guillemets un petit vin de leur catalogue, parce qu'ils ont une dizaine de châteaux et ils ont le Pomerol, le deuxième plus réputé, voilà, le Bordeaux, le deuxième plus réputé, qui monte parfois à 3 000 à 4 000 euros la bouteille, le château Le Pin. Et puis ils ont d'autres châteaux qui sont très prestigieux, notamment le vieux château Sartan, pardon, le vieux château Certan à Pomerol. À Saint-Émilion, ils ont le château Pavie-Maquin, qui est ce qu'on appelle un cru classé de Saint-Émilion. Ils ont aussi l'Arcis du Casse. Ils ont aussi Beau Séjour du Faux-Lagaros, qui est un vin absolument merveilleux. Et ils ont plein d'autres petites propriétés dans cette appellation qui est beaucoup moins connue, Franc-Côte de Bordeaux ou Côte de Franc. On peut dire les deux. Aujourd'hui, officiellement, c'est Franc-Côte de Bordeaux. C'est assez secondaire. Pour info, Franc, ça vient de l'époque des Francs qui étaient venus s'installer sur les rives de la Gironde et ils avaient colonisé la zone. Donc c'est pour ça, c'est en hommage à ces colons, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais c'est en hommage à ces populations germaniques qu'on a donné le nom ce coin-là, de cette petite région. Donc c'est la plus petite appellation de Bordeaux et les Tiens-Pont ont choisi de s'installer là-bas. C'est très intéressant comme région parce que c'est un peu surélevé, et notamment avec le réchauffement climatique actuel. Il s'avère que les vins qui sont un peu plus en altitude, bah, avant ils avaient du mal à mûrir parce que comme ils étaient en altitude, il y a quelques degrés en moins. Et aujourd'hui, bah, ils bénéficient de parce qu'ils bénéficient de ce réchauffement climatique. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est causé par l'homme, etc. Je rentre pas dans les débats, on va pas faire de politique, mais bon, je suis obligé d'en parler rapidement, mais voilà. En tout cas, pour ce genre de vin qui est un peu surélevé, à une époque où les degrés montent, et ben ça permet au vin de garder sa fraîcheur. Et c'est une appellation qui est très peu connue, où il y a des très bons rapports qualité-prix. Et donc, j'en viens à notre sujet du jour. Pourquoi est-ce que le vin est si fascinant? En fait, j'ai envie de dire, il y a deux grands ensembles de critères. Il y a les critères qui sont liés à qu'est-ce qui fait le vin. Donc concrètement, sa région, sa tradition, le cahier des charges de l'appellation. Je vous expliquais vite fait la différence entre région et appellation. Alors il y en a qui vont se dire, ouais, c'est une vidéo pour les débutants. Je suis désolé, je ne sais pas forcément qui regarde la vidéo aujourd'hui. Peut-être que j'aurais moins besoin de faire ce genre de distinction assez élémentaire par la suite. Mais aujourd'hui, on va rester, voilà, on va rester très débutant, pour les débutants aussi.
On va inclure tout le monde. Donc il y a les critères qui sont liés au vin lui-même, et il y a les critères qui sont liés à la perception. Et parmi les critères qui sont liés au vin lui-même, il y a la géographie. Donc la géographie, elle est divisée en deux niveaux. La région. Donc la région ici, c'est Bordeaux, mais ça pourrait être la Bourgogne, ça pourrait être le Rhône. Si on va en Espagne, ça pourrait être la Rioja. Si on va en Italie, ça pourrait être le Piémont, ça pourrait être la Toscane. Bon, aujourd'hui, on est à Bordeaux. Et après, dans ces régions, il y a ce qu'on appelle des appellations. En France, on dit appellation, on dit dénomination en Italie, dénomination en Espagne aussi. Mais en France, on dit appellation. Et l'appellation, c'est en fait oui, comme une sous-région de la région. C'est une aire géographique un peu plus délimitée. Et parfois, en fait, d'une appellation à l'autre, il va y avoir un cahier des charges, des exigences différentes. Donc ici, je n'ai pas étudié le cahier des charges dans les détails des Côtes de France, mais en général, on va retrouver beaucoup plus de merlot. C'est aussi parce que c'est la tradition. C'est souvent les deux d'ailleurs. C'est souvent parce que ça a été fixé dans la loi. On n'a pas le droit par exemple, on n'aurait pas le droit de mettre, si on plante du pinot noir en Côte de France, ben, ça ne pourrait pas s'appeler Côte de France. Ça doit être des cépages bordelais. Donc, Cabernet Franc, Merlot, je ne sais pas si le Cabernet Sauvignon est autorisé et dans quelle proportion en Côte de France, mais dans le Médoc, qui est toujours à Bordeaux, on va trouver beaucoup plus de Cabernet Sauvignon. Donc, on va trouver parfois jusqu'à 95% de Cabernet Sauvignon dans un vin. Donc là, on est à Bordeaux, et donc c'est vraiment fascinant parce que il y a vraiment pourquoi est-ce que d'abord on a choisi de planter du merlot dans certains endroits de Bordeaux, et pourquoi on a choisi de mettre plutôt du cabernet dans certains autres endroits? Et bien tout simplement parce que les paysans, pendant des siècles et des siècles, ils se sont aperçus que certains raisins poussaient mieux à un endroit qu'à un autre. Donc là, on est sur des terroirs argilo-calcaire avec une dominante de calcaire. Sur ces terroirs-là, le merlot se prête mieux. Quand on est à Bordeaux, sur la rive gauche, notamment dans le Médoc, ça va être plutôt des gravillons. Et sur ces gravillons, ce qui se prête le mieux, c'est le Cabernet Sauvignon. Donc voilà, alors on aurait pu planter d'autres cépages qui iraient très bien sur les gravillons ou sur le calcaire, mais il s'avère que voilà, les aléas de l'histoire ont amené le merlot jusqu'à Bordeaux. Peut-être qu'un cépage italien comme le Sangiovese aurait donné des choses très intéressantes, mais il s'avère que ça n'a pas été le cas. Et le Sangiovese, on va le retrouver en Toscane, et le merlot, on va le retrouver sur la rive droite de Bordeaux. Et donc c'est vraiment ça qui crée la diversité du vin. C'est un peu les aléas de la géographie et du climat, et en fait cette science qu'ont acquis de manière très très empirique les vignerons, et qu'ils ont transmis à leurs voisins, mais aussi aux générations suivantes. Et c'est ça qui fait que on a vraiment des vins très très différents d'un endroit à l'autre. Une autre chose qui va beaucoup influencer, là plutôt au niveau de la région qu'au niveau de l'appellation, c'est toute l'histoire et l'histoire économique des, des, des vignobles en fait. Et une des caractéristiques de Bordeaux, ça va être notamment que pendant des années, je vous fais l'histoire vraiment au pas de course. J'ai mes petites notes ici parce que j'ai pas envie de vous dire, je vais être très précis. J'ai une petite note, mais j'ai pas noté, donc ça sert pas à grand chose. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant des années, l'essentiel des clients de Bordeaux étaient les négociants hollandais et les négociants anglais. Et donc, c'était des vins qui étaient élevés en barrique parce qu'il fallait aller les transporter. Donc la barrique, aujourd'hui, il y a une espèce de science de la barrique pour donner le goût au vin, pour que ça soit meilleur, pour que ça soit plus rond, pour que ça soit plus feutré, pour que ça soit plus velouté. Mais à la base, c'était surtout un instrument de transport, parce que c'était ce qu'il y avait de plus pratique. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à utiliser les barriques. Et donc l'idée, c'était de faire des productions de masse pour faire de l'économie d'échelle, et aller envoyer ça jusqu'à Londres, jusqu'à Amsterdam. Donc ça a beaucoup contribué à façonner le vignoble de Bordeaux. Puis après, il y a eu des événements historiques qui ont fait que, ben, en fait, les choses ont changé, les vignobles ont changé de main. Aujourd'hui, ça appartient par exemple à des grands groupes. Donc voilà, l'histoire du vin et les évolutions changent, mais en tout cas, elles façonnent pardon, sur le temps long le goût du vin,
et sa tradition. Et pour comparer avec un autre vignoble, le vignoble de Bourgogne était essentiellement, a été essentiellement créé par des moines. Donc, c'était vraiment des petites parcelles et ils avaient vraiment cette science très très chirurgicale d'aller repérer un sol particulier. Et donc c'était vraiment des toutes petites exploitations. Et au niveau de ce sol particulier, ils savaient qu'il y avait une cuvée spécifique et qu'il fallait l'élever à part. Donc on va avoir beaucoup plus de petites exploitations en Bourgogne par rapport à Bordeaux et par rapport à d'autres régions. Et donc ça façonne le goût du vin, ça façonne les modes par la suite. Il y a eu un temps, là, dans les années récentes, où le Bordeaux était très très à la mode. Aujourd'hui, c'est la mode de dire que le Bordeaux, c'est la mode depuis 20 ans, mais c'est la mode de dire que c'est un vin de vieux, c'est un vin pas bon, c'est un vin je ne sais quoi, c'est un vin trop ceci, c'est un vin trop cela. C'est un peu le syndrome du meilleur de la classe, contre lequel se sont ligués tous les autres pour dire, ouais, pour le, un peu par jalousie par méchanceté. Alors, je dis pas que le Bordeaux, c'est ce qu'il y a forcément de meilleur, chacun son goût, mais c'est forcé de constater que c'est peut-être le vin le plus prestigieux, le plus réputé au monde. D'aucuns diront que c'est la Bourgogne. Bon, il y a un débat, on pourra peut-être rentrer là-dedans plus tard. Et en tout cas, euh, il y a quelques années, je parle de ça il y a 40, 50 ans, le vin le plus cher du monde, c'était même pas un vin rouge, mais c'était à Bordeaux, c'était le vin du château d'Yquem, c'était du Sauterne, c'était un vin sucré qui aujourd'hui est un vin que plus personne ne boit. Malheureusement, le Sauterne c'est très bon, mais c'est un vignoble qui est en crise, comme tous les vins avec beaucoup de sucre. Donc voilà, toutes ces choses-là influencent le goût du vin et, euh, et donc c'est une des raisons pour lesquelles le vin a un goût différent d'une région à l'autre. Donc là, on va parler, ça me fait penser, on va évoluer vers un autre sujet, hein. Là, on a l'étiquette. Donc, je vous ai parlé de l'appellation, je vous ai parlé de la région. Sur l'étiquette, on a aussi le millésime. Et donc là, on est sur un millésime 2019. Et en fait, quand on voit millésime 2019, il y a deux informations à avoir en tête. Le millésime, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, et l'âge du vin. Donc aujourd'hui, on est en novembre 2025. Le vin a 6 ans. Enfin, il a été récolté il y a 6 ans, et puis après, il a été mis en marché sans doute en 2021-2022. Donc il a 4-50 bouteilles. Euh, oui, c'est ça. Bon, peu importe. Et donc, euh, ça va beaucoup influencer le goût du vin aussi. Parce que chaque année est différente. Chaque année, on va avoir un nouveau millésime et les conditions climatiques vont influencer la réputation du vin. Et vraiment, d'un millésime à l'autre, c'est le jour et la nuit. C'est pas. Alors là, c'est des années un peu trop rapprochées, mais prenons 2 années plus lointaines. Aujourd'hui, si on boit un 2005 et un 2006 à côté, et bien en fait, l'évolution du vin, même si ces 2 années très rapprochées, c'est des vins qui auraient respectivement 19 et 20 ans d'âge, et bien en fait, c'est complètement, ça sera une expérience de dégustation complètement différente. Le 2005, vraisemblablement, il aura encore beaucoup d'années en bouteille potentielle, alors que le 2006, il sera vers son apogée. Le 2005, il sera plus puissant, il sera plus concentré. Il y aura même sans doute un peu plus d'alcool. Le 2006 sera plus sur la fraîcheur. Il sera plus sur des notes très évoluées, des notes évoluées qu'on trouvera dans le 2005, mais beaucoup plus tard et de manière beaucoup plus précise, beaucoup plus euh, subtile, beaucoup plus complexe. Donc là, c'est un grand millésime, mais à mon grand étonnement, je pense que c'est encore un peu jeune. Le vin est pas aussi agréable que ce que j'aurais pu imaginer, notamment après 24 heures d'ouverture. Ça, c'est ce dont je vais parler juste après. Mais en fait, voilà, c'est ça qui fait que un seul et même vin peut donner des choses, mais complètement différentes. Une expérience de dégustation complètement différente. Récemment, j'ai eu le cas avec un Sancerre. J'avais acheté un 2019 puis un 2021. Donc pour les Sancerres blancs, 2021 est un millésime exceptionnel. 2019 est un millésime correct. Le 2019, je l'avais pas tellement apprécié. Et le 2021 était absolument
exceptionnel. D'une année à l'autre, vraiment, on peut avoir 2 vins différents et ça, c'est quelque chose que les gens qui boivent du vin, quand on leur dit en théorie, oui, ils comprennent. Mais dans la réalité, s'ils achètent un vin, admettons que vous achetiez ce vin cette année-là, vous allez chez le caviste, vous achetez le 2019, vous le trouvez très très bon, et puis vous repassez 2 semaines plus tard et le caviste vous demandez est-ce que je peux avoir la même bouteille, et il vous remet la même bouteille. Vous vous rendez pas forcément compte que c'est pas le même millésime. Il vous met, admettons, un 2017, et vous allez le trouver beaucoup moins agréable. Et vraiment, ce sont, ce sont deux vins complètement différents. Et beaucoup de gens sont déçus quand ils reviennent parce qu'ils ont un peu l'habitude dans un supermarché d'avoir une marque qui a toujours le même goût, mais le vin c'est pas comme du Coca-Cola où Coca-Cola tout l'effort est mis pour conserver le même goût depuis 130 ans. Le vin d'une année sur l'autre, ça sera pas le même produit. Et dans la bouteille, il va évoluer. Et là, aujourd'hui, je vous ai dit, 2019, je le trouve pas aussi agréable que ce que j'aurais pu imaginer. C'est très probable que dans, allez, 3 ans, il soit beaucoup plus souple, beaucoup plus caressant, beaucoup plus fin, beaucoup moins hargneux, et il sera beaucoup plus agréable. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se formaliser au début. On a tendance à être un peu absolutiste, à dire oh bah moi j'ai goûté Château Laprade en l'occurrence, oh là là, j'ai trouvé ça très décevant. Bon, en l'occurrence pour le rapport qualité-prix, c'est exceptionnel. On est à 18 euros. Pour des gens qui font des vins à 4000 euros et puis à des bouteilles à 300, 200 euros, bon, c'est les mêmes vignerons qui font le travail. Mais ils vont dire, oh voilà, moi je trouve que Château Laprade, c'est surfait. Et même des professionnels du vin vous diront des choses comme ça. Mais si vous n'avez pas goûté le vin sur plusieurs millésimes, vous ne pouvez pas avoir un jugement absolu. D'ailleurs, les vignerons adaptent leur vin, ils changent leur style au fur et à mesure des années. Et de la même manière, aujourd'hui, il s'exprime d'une manière, mais demain, il ne pourra pas s'exprimer. Et puis, on va passer un petit peu. Non, alors, avant de passer aux critères liés à la perception, je voulais vous parler un petit peu des tiens-ponts. Donc, les tiens-ponts, ils ont un style de vinification qu'on va retrouver un peu dans tous leurs vins. Donc leur style, c'est de conserver un peu plus le fruit et la fraîcheur. Il y a des vignerons qui vont chercher à être plus impressionnants, plus massifs, qui vont beaucoup, on dit, extraire, donc vraiment presser le, le raisin pour vraiment avoir ce goût très de fruits noirs concentrés. Les tiens-ponts, ça va pas forcément être le cas. Et en fait, il y a vraiment ouais, ce style de la maison qu'on va retrouver à tous les niveaux de la gamme. Alors évidemment, plus on monte, plus ça sera exceptionnel. Si vous avez un jour l'occasion de goûter le château Beau Séjour du Faux-la-Garros, je vous le recommande. Et même Pavie-Maquin, c'est en dessous de 100 euros. C'est entre 50 et 100 euros selon le millésime. C'est vraiment un château excellent. C'est assez peu réputé, bizarrement. Enfin, c'est réputé, mais c'est pas un vin dont on parle très très souvent comparé à la qualité qu'il y a dans le vin. Après, c'est une question de goût, mais moi je le trouve vraiment très très bon. Aussi parce que je suis un peu biaisé, les Tiens-Ponts, j'ai eu plusieurs conversations avec eux. J'ai été invité, je vous mettrai une petite photo d'une dégustation qu'on avait fait avec eux. Ils avaient été extrêmement généreux. Ils nous avaient sorti des magnifiques bouteilles, notamment un vieux Château Certan 1989, des bouteilles de Pavie-Maquin. Ils avaient même sorti une bouteille de Aubryon. Donc, moi, je les aime bien. Mais voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'il y a un style chez les vignerons. Et en fait, si aujourd'hui on donnait ces mêmes vignes à un autre vigneron, je n'ai pas de nom en tête, mais un vigneron qui a un style complètement à l'opposé, tiens, si prenons les Midjaville, si les Midjaville arrivent en Côte-de-France, ils se mettent à faire du vin euh, comme ils font d'habitude, vous allez le ressentir automatiquement. Vous allez le ressentir automatiquement. Donc il y a ce côté humain qui ajoute donc évidemment, les vignerons jouent avec les cartes qu'on leur a données, c'est-à-dire le raisin que la météo a bien voulu leur accorder cette année, la qualité du raisin. Mais ils ont leur mot à dire dans les chais. En général, il y a ce qui se passe dans les vignes, et c'est le plus important, mais ce qui se passe dans les chais, c'est très très important aussi. Donc voilà, tout un tas de facteurs. Maintenant, il y a la perception, ou plus exactement, les, 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 les- comment dire, euh, là aujourd'hui,
On est le 17 novembre 2025. Hier, il s'avère que j'étais enrhumé. Ça fait partie des problèmes techniques que j'ai eu. Eh bien, c'est tout bête, mais du coup, l'expérience de dégustation n'était pas du tout la même. Pas du tout la même. Aujourd'hui, je suis beaucoup, mon nez est plus alerte, je suis de meilleure humeur aussi parce que je suis moins malade. Je suis un petit peu malade, vous pouvez entendre que je parle un peu du nez. Et en fait, ce genre ce genre d'état décuple. Alors vous me direz, c'est la même chose quand on mange, quand on mange quelque chose, quand on mange un plat quelconque, selon notre humeur, on va l'apprécier différemment. Mais si vous voulez, la perception va multiplier l'expérience par comment expliquer de manière simple, excusez-moi. Euh, le fait que ça soit déjà un produit extrêmement complexe, et bien en fait, derrière, votre perception va amplifier votre expérience dans un sens ou dans l'autre. Et donc, aujourd'hui, il s'avère que je suis de meilleure humeur, donc je peux mieux goûter le vin, mais il y a d'autres facteurs en fait qui sont inexplicables. Des facteurs du style, bon, certains vous diront qu'il y a un calendrier lunaire qui influence vos papilles. Moi, je sais pas trop quoi en penser, mais soi-disant, il y aurait des jours fruits, des jours racines, des jours fleurs, et en fait, il vaut mieux déguster un vin un jour fruit plutôt qu'un jour fleur, parce que le jour fruit, pardon, un jour fruit ou fleur plutôt que racine ou je sais plus quoi. Bah, et en fait, c'est la lune qui influence le goût de nos papilles. Et c'est-à-dire que c'est rationnellement entendable. Après, est-ce que ça se traduit de manière empirique? Ça, je sais pas trop. Mais en tout cas, vraiment, un vin que vous goûtez aujourd'hui, euh, il peut très très bien s'exprimer et demain, il peut sembler fermé, il peut sembler fade, il peut sembler fluet. Par exemple, je devrais peut-être pas dire ça, mais je vous ai parlé du vieux château Certan qui a généreusement été ouvert par la famille Tienpont quand je suis allé les visiter à Bordeaux. Et bien ce jour-là, le vieux château Certan 89 ne s'est pas bien exprimé. Et je ne vais pas juger, je ne vais pas dire c'est un vin, parce qu'il est reconnu, c'est reconnu comme un vin exceptionnel sur un millésime exceptionnel, donc ça devrait être bon en théorie. Mais voilà, il y a eu des facteurs qui ont fait que la bouteille a peut-être été transportée à un moment, elle a moins bien vieilli. C'était peut-être aussi c'était la fin du repas. Il y a tout un tas de choses tout à fait possibles. Parce qu'à côté, on avait goûté un château Aubryon 1985, et celui-ci, par contre, il s'était vraiment très 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 bien exprimé. Donc voilà. Et dernière chose aussi, je vous ai dit que le vin, je l'avais ouvert hier. Donc en général, pourquoi est-ce qu'on carafe le vin? Et comment est-ce que le vin, vous allez voir, on dirait des questions qui n'ont rien à voir, mais en fait elles ont beaucoup à voir. Pourquoi est-ce qu'on carafe le vin? Pourquoi est-ce que le vin vieillit en bouteille? Pourquoi est-ce que le vin potentiellement s'améliore quand on a ouvert la bouteille et qu'on la regoute 24 heures plus tard? Et bien en fait, le vin, dans une certaine mesure, bénéficie de l'oxygène. Et donc quand on, bon, on va commencer par le plus simple. Quand on ouvre un vin, si on l'ouvre trop longtemps, il va finir par s'éventer et perdre beaucoup de ses subtilités, de ses caractéristiques. Il va être un peu, il va finir par devenir plat. Donc si je le rebois ce vin dans 2-3 jours, il sera beaucoup moins intéressant. Potentiellement même dès demain, il sera pas terrible. En fait, ça c'est l'oxygène. Quand on carafe un vin, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'oxygéner de manière massive et rapide. Parfois même trop massive et trop rapide. Quand vous carafez un vin, ce qu'il faut, c'est attendre 24, pardon, 3-4 heures en général. Mais bon, 1 heure, ça le fait. Mais il faut le carafer en avance parce que si vous le buvez immédiatement, il est ce qu'on appelle choqué et c'est vraiment pas l'idéal. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment l'oxygéner massivement pour en fait accélérer de manière un petit peu artificielle le processus de vieillissement parce qu'il n'a pas eu ce vieillissement en bouteille. On carafe les vins jeunes. Les vins âgés peuvent être parfois flingués par la carafe. Et le mieux, bon ça c'est pas toujours possible, le mieux c'est d'attendre qu'un vin vieillisse naturellement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout petit peu d'air qui va s'infiltrer via le goulot, via entre le bouchon et le goulot, et qui va très 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 lentement
micro-oxygéner le vin. Et donc c'est ça qui fait qu'un vin s'améliore avec le temps, quand c'est possible. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, tous les vins ne s'améliorent pas avec le temps, mais certains, comme celui-ci par exemple, peuvent s'améliorer avec le temps. Donc, je suis parti un peu dans tous les sens, c'est la première. J'espère que ça vous aura plu quand même, mais j'espère en guise de conclusion que vous avez compris pourquoi est-ce que j'estime que le vin est l'aliment le plus complexe qui ait jamais été fait sur Terre. Parce qu'en fait, si vous voulez, vous prenez tous les aliments qui sont extrêmement complexes, comme le chocolat, comme le miel, comme le thé, comme le café. Ils ont tous tout un tas d'étapes de production comparé à par exemple une patate. Une patate, voilà, vous la prenez dans la terre et puis après vous la cuisez. Et il n'y aura pas une grosse différence de goût, il y a quelques variétés un peu différentes, mais voilà. Ça, une patate, ça reste une patate. Du chocolat, il va y avoir une palette aromatique qui va être extrêmement large. Elle dépend beaucoup de, bah, en l'occurrence pour le chocolat, ça va être où est-ce que la fève de cacao a grandi et quelles sont les sécrétions des plantes de la flore alentour qui vont, parce que le cacao absorbe ces sécrétions dans la forêt, en Équateur, au Ghana, etc. Et puis après, comment le chocolat va être travaillé. Et c'est un monde fascinant, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais il n'empêche qu'il y a beaucoup moins de critères et il y a une histoire beaucoup moins longue et une variété largement moindre par rapport au vin. Le miel, ça va être par rapport à la saison pendant laquelle les abeilles butinent, ça va être par rapport aux fleurs qui sont butinées. Par exemple, il y a un miel qui est célèbre, c'est le miel du toit de l'Opéra de Paris, parce que les abeilles, elles vont partout dans Paris, puis après elles reviennent à la ruche, et en fait, comme c'est une ville très verte, et bien derrière, ça va donner un, un miel très particulier. Puis après, il va y avoir le miel d'acacia qui va donner une saveur. Voilà. Bon, il y a tout un tas de critères pour le miel aussi, mais encore une fois, il y en a moins que pour le vin. Et je ne vais pas vous faire tous les produits comme ça en revue, mais c'est pareil dans le whisky. Il y a beaucoup de critères, il y a une histoire qui est pluriséculaire, c'est un produit qui est fascinant, j'adore le whisky, mais il n'empêche que comparé au vin, il y a quand même moins de complexité, moins de critères. S'il y a des amateurs de whisky, ils vont me jeter des tomates pourries derrière leur écran, mais je les invite plutôt que faire ça à commenter et à me dire pourquoi j'ai tort de manière tout à fait calme. Je suis ouvert à la discussion. En tout cas, j'espère que ce premier podcast vous aura plu. S'il y a des choses à améliorer, bah, c'est la première. N'hésitez pas à me le dire, c'est l'occasion. Moi, je suis preneur de tout commentaire. En plus, les commentaires, ça fait remonter dans l'algorithme, donc c'est absolument prodigieux pour moi. D'ailleurs, si vous êtes arrivé jusque-là, bah, je vous remercie. J'espère qu'on se verra la semaine prochaine. Et j'ai déjà prévu une bonne bouteille de vin blanc cette fois-ci. Donc, restez avec nous et à bientôt. Salut, ciao.